Voilà. Bien, chers amis, bonjour. Très heureux de vous retrouver en direct, en visio, donc pour cette présentation de l'histoire et, on va dire, de l'essentiel et même un peu plus, du patrimoine de Bruges. Alors, je pense qu'il est toujours important de commencer par quelques repères géographiques, parce qu'on dit que les Français sont très mauvais en géographie, c'est possible. Dans tous les cas, c'est quand même bon de se souvenir où se trouve Bruges. Vous voyez donc la ville de Bruges qui se trouve là-haut près de la mer du Nord, hein, tout à fait dans la partie nord-ouest de la Belgique, de l'actuelle Belgique. Mais n'oublions pas qu'il y a quelques siècles en arrière, les Pays-Bas et la Belgique ne formaient qu'un tout, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui, mais donc Bruges fait partie de cette zone de la Belgique que l'on appelle les Flandres. Donc c'est encore incorporé dans les Flandres. Très souvent, les Français, lorsqu'ils parlent de la Belgique, parlent des Flandres, mais toute la Belgique ne correspond pas aux Flandres telles qu'elles étaient autrefois. Le duché de Luxembourg, qui est tout à fait à l'opposé, voyez, de Bruges, au sud-est du pays, faisait partie également du même territoire autrefois. Et ce territoire, je vais vous en parler dans un instant parce qu'il est intimement lié à l'histoire du Grand-Duché de Bourgogne. Alors d'abord, quelques repères. La ville de Bruges compte aujourd'hui à peu près 120 000 habitants, donc c'est une ville quand même de taille modeste. Vous constatez que par sa proximité avec la mer du Nord, il est évident que le commerce maritime y a été extrêmement florissant dans les siècles passés. Cette ville a connu son âge d'or entre le XIIe et la fin du XVe siècle. Il faut savoir qu'aujourd'hui, il n'y a qu'une quinzaine de kilomètres entre Bruges et le rivage de la mer du Nord. Mais autrefois, la mer arrivait beaucoup plus près de la ville, et tout simplement parce qu'il y a eu des ensablements. Il y a eu également au XVe siècle une sorte de raz-de-marée qui a considérablement modifié la côte de la mer du Nord, et ce qui fait que le rivage s'est éloigné d'un certain nombre de kilomètres, voyez, de la ville. Mais donc, je crois que c'est important, chers amis, de signaler cela d'entrée de jeu, parce que cette ville de dimension modeste est d'une richesse inouïe, et cette richesse n'est pas arrivée par hasard. Le commerce maritime y a été particulièrement prolifique, des échanges qui étaient surtout privilégiés avec non seulement la France à proximité, mais plus encore l'Italie, l'Espagne et le Portugal, et bien entendu d'autres pays encore plus au nord et même jusqu'en Russie. Par ailleurs, la ville de Bruges était une capitale vraiment des textiles. Tout à l'heure, je vous montrerai ce grandiose édifice qu'est la Halle aux Draps, l'ancienne Halle aux Draps, qui se trouve au cœur même de la ville, sur la Grande Place. Et on y a fabriqué toutes sortes d'étoffes, ce qu'on appelait communément autrefois du drap. Mais le drap, c'est pas du tout au sens actuel, c'est pas le tissu avec lequel on fait les draps de nos literies, messieurs, dames, non, non, c'est beaucoup plus précieux que ça. Ça pouvait être bon, des étoffes, oui, relativement simples, ordinaires, mais aussi des étoffes beaucoup plus luxueuses, carrément des brocarts, des étoffes qu'on ne pouvait trouver que chez la haute bourgeoisie, l'aristocratie, ou même carrément dans les cours européennes. Qui dit commerce, commerce aussi florissant, dit nécessairement système bancaire. Alors, le système bancaire va très tôt s'établir à Bruges. D'ailleurs, sachez qu'il y a beaucoup de grands banquiers italiens, et notamment florentins, de l'entourage des Médicis, pour n'en citer qu'un, qui sont venus s'établir là, à Bruges. Donc, il y a toute une population italienne qui va faire vraiment la démarche de s'établir là-bas pour le commerce et pour donc ce système bancaire qui va être déjà très avant-gardiste. Vous verrez d'ailleurs le rôle que les banquiers ont joué dans un instant quand je développerai, je vous présenterai les grands monuments de cette ville. Alors, vous avez donc la carte actuelle, mais je vais vous montrer une carte beaucoup plus ancienne que voici, qui est bien sûr à échelle plus réduite et qui vous montre justement dans la partie inférieure de l'image
Je ne sais pas si vous voyez lorsque je bouge la flèche de mon ordinateur, peut-être, je tente en tout cas. Donc vous avez en bas les États de Bourgogne, donc le Grand-Duché de Bourgogne, qui, comme vous le savez, est à proximité du Royaume de France et au-dessus du Duché de Lorraine. Vous voyez que le duché de Luxembourg, juste au-dessus du duché de Lorraine, est dans la même couleur, donc faisait partie aussi des États de Bourgogne. Et dans les États de Bourgogne, donc, il y avait également les Flandres, le comté des Flandres, également même la partie des Flandres qui aujourd'hui se trouve dans le département des Hauts-de-France, et c'est une partie très importante, ne l'oublions pas. Il y avait également l'ancien duché de Brabant et la quasi-totalité donc des Pays-Bas. Alors, on peut se poser la question, mais comment se fait-il que, à un moment donné, le pays qui se trouve, dans lequel se trouve donc cette ville de Bruges dont je vais vous parler plus spécifiquement aujourd'hui, comment se fait-il que un tel territoire donc ne formait qu'un à un moment donné? Alors en fait, quelles sont les origines? Alors les origines, eh bien, c'est très simple, c'est en l'année 1369. En 1369, le grand-duc de Bourgogne, Philippe le Hardi, va épouser la fille du comte de Flandre, et évidemment, par ce mariage, eh bien, la Bourgogne, le duché de Bourgogne, qui comportait d'ailleurs aussi la partie est qu'on appelle le comté de Bourgogne, toute la région de Besançon, etc., la Franche-Comté en fait. Donc tout ce territoire sous tutelle donc, des ducs de Bourgogne va par ce mariage annexer également le duché de Luxembourg et l'ensemble donc des Flandres, autrement dit des grands Pays-Bas, c'est le nom qu'on donnait aussi à l'époque à ce vaste territoire, ce qui veut dire que les ducs de Bourgogne vont dès la fin du XIVe siècle se retrouver à la tête, j'oserais pas dire d'un empire, parce qu'il ne faut pas confondre avec le Saint-Empire romain germanique qui, vous le voyez d'ailleurs sur la carte, se trouve là vraiment aux portes de ce territoire, mais vraiment un ensemble considérable et qui de plus, j'y reviens, par sa position géographique, tout au moins la partie flamande, va pouvoir développer un prodigieux commerce maritime, des échanges même avec des pays très lointains, que l'on ne cessera d'améliorer tout au long de l'époque de la Renaissance, dès le début du XVe siècle. Donc c'est vous dire que les ducs de Bourgogne vont se retrouver à la tête vraiment d'un ensemble qui va rapporter des richesses plus que considérables. Les ducs de Bourgogne menaient par là même un grand train de vie. Et je vous rappelle que autrefois, on disait d'ailleurs que dans notre vie terrestre, il fallait avoir vu trois choses. Premièrement, le train de vie justement de la cour de Bourgogne. Deuxièmement, le sacre d'un roi de France. Troisièmement, les obsèques d'un duc de Lorraine. Donc vous voyez que j'ai quand même cité en numéro un ce train de vie de la cour de Bourgogne. Alors, il s'avère que en 1477, chers amis, Charles le Téméraire, qui sera le grand-duc de Bourgogne, va mourir dans des circonstances tragiques. Car en effet, depuis son prédécesseur Philippe le Hardi, et donc cette annexion des Flandres, et même beaucoup plus au duché de Bourgogne, les ducs de Bourgogne n'auront de cesse de tenter d'agrandir encore leur territoire en annexant donc les territoires intermédiaires entre la Bourgogne et les grands Pays-Bas. Et notamment cette tentative, à un moment donné, à la fin du XVe, d'annexer le Grand-Duché de Lorraine. Il est vrai que le duché de Lorraine se trouve là, avec au beau milieu, vous voyez, du Luxembourg, des grands Pays-Bas et de la Bourgogne, et que géographiquement, il eût été tout à fait judicieux de pouvoir l'annexer. Et c'est tout au moins ce que va tenter en 1477 Charles le Téméraire. Alors il va y avoir une célèbre bataille qui va se tenir aux portes de Nancy. Et malheureusement, la bataille se déroule en plein mois de janvier et d'un hiver particulièrement rigoureux. Il s'avère que Charles le Téméraire et ses troupes ne remporteront pas la victoire. Et Charles le Téméraire va tout à coup disparaître. Ses troupes, d'ailleurs, se sont demandé ce qu'il était devenu. On ne le retrouvera que 3 jours plus tard,
mort bien entendu, dans un étang, son corps à moitié dévoré par les loups et pris par la glace. Voilà comment, chers amis, s'est terminée d'une façon on ne peut plus tragique l'histoire du Grand-Duché de Bourgogne et des terres dont les Flandres, qui vont nous intéresser aujourd'hui à travers Bruges. C'est quand même quelque chose d'incroyable. Alors, on peut bien sûr se poser une question que je suis sûr vous avez tous à l'esprit. Est-ce que, justement, les ducs de Bourgogne n'ont pas été victimes de leur orgueil, de leur soif de richesse? Cette mort tragique n'est-elle pas une leçon? Bon, je pense qu'on n'aura jamais de réponse à apporter concrètement à cela. En tout cas, une chose est certaine, c'est que dans le royaume voisin qu'est la France, à l'époque, c'est Louis XI qui est le roi à la tête de notre pays, lequel était d'une jalousie féroce face à ce duché qui était quasiment plus riche que son royaume de France. Et il ne rêvait que d'une seule chose, c'est d'annexer la Bourgogne et évidemment toutes les terres qui étaient sous la tutelle de la Bourgogne, dont les Flandres et dont la ville de Bruges, bien sûr, d'annexer tout cela à son royaume et d'en faire des provinces françaises, comme les autres. Mais les choses ne vont pas se dérouler comme ça, tout au moins pas complètement. Car en effet, Charles le Téméraire avait une fille, Marie de Bourgogne. Marie de Bourgogne qui, justement, était très, très intelligente, très subtile, très fine, et elle savait que Louis XI profiterait immédiatement du décès tragique de son père pour s'emparer des États bourguignons jusqu'aux Flandres. Et pour empêcher que cela se déroule dans la totalité, eh bien, elle va avoir l'idée d'épouser Maximilien de Habsbourg. Autrement dit, l'empereur qui à ce moment-là est à la tête du Saint-Empire romain germanique. Sachant que les Habsbourg ont très souvent été, et ça n'est qu'un début, ça le sera encore plus sous Louis XIV, beaucoup plus tard, les ennemis des Valois puis des Bourbons. Alors, c'est un pied de nez quand même magistral, ce qui fait que le roi de France n'annexera à son royaume que la Bourgogne telle que nous la connaissons aujourd'hui, c'est-à-dire les 4 départements actuels qui composent cet ancien duché. Mais étant donné qu'elle va épouser donc Maximilien de Habsbourg, eh bien il s'avère que Maximilien va faire en sorte que arrive dans l'escarcelle du Saint-Empire romain germanique et de la domination donc des Habsbourg, tout le territoire du Nord, depuis le duché de Luxembourg, en passant par les Flandres, et donc voilà que notre ville de Bruges va arriver sous domination du Saint-Empire. Et d'ailleurs, pour mieux vous situer les choses, pour que vous compreniez un peu la lignée de tout ça qui est absolument essentiel, ce que je vous raconte là, chers amis, c'est vraiment de la grande histoire de l'Europe, d'une partie de l'Europe de ce temps. C'est que Marie de Bourgogne et son époux Maximilien de Habsbourg ne sont autres que les grands-parents de Charles Quint. Charles Quint, qui d'ailleurs naîtra dans les Flandres, il naîtra dans la ville de Gand un peu plus tard. Voyez, donc voilà comment les choses se sont déroulées. Mais il est évident, en résumé, que autant à l'époque du duché donc de Bourgogne et ensuite du moment où le territoire donc flamand passe sous la tutelle des Habsbourg, tout le territoire va bénéficier vraiment d'une richesse considérable. Donc tout cela se retrouve évidemment dans la ville de Bruges, Bruges, qui est traversée de plus par une petite rivière, une rivière qui est magnifiquement canalisée, ce qui fait que cette ville nordique est une véritable Venise du nord de l'Europe. C'est absolument merveilleux. Bon, il y a quand même beaucoup moins de canaux, vous le savez peut-être, hein, pour ceux qui se sont parmi vous peut-être déjà rendus là-bas. Il y a beaucoup moins de canaux qu'à Venise. Les canaux sont aussi beaucoup plus grands, plus profonds également, mais une bonne partie donc de Bruges est bâtie sur l'eau. Alors de toute façon, déjà le climat naturellement y est très humide, très océanique justement,
Et donc, cette petite rivière ne vient pas enlever de l'humidité, bien au contraire, mais la ville a un charme fou. C'est une ville qui est, au premier coup d'œil, très marquée par la fin du Moyen Âge, par le gothique, mais également par les débuts de la Renaissance. Voilà la beauté des maisons. Ces maisons dont les façades, avec ce qu'on appelle un mur pignon, vous voyez, qui se finit par cette espèce de forme un peu, on va dire, triangulaire et un peu en escalier, vous voyez, latéralement. Tout ça, c'est l'esthétique par excellence donc des maisons, depuis même les plus simples jusqu'à de véritables palais qui appartenaient aux notables, aux plus riches marchands et à l'aristocratie de l'époque. On trouve ça dans la totalité des anciens Pays-Bas, et y compris donc jusqu'à Bruges. Alors, étant donné que nous sommes là dans des territoires où il y a très peu, à l'état naturel, de carrières de calcaire, pour bâtir, on a à l'opposé beaucoup de sol argileux, et donc c'est la brique qui va prendre le dessus. Vous le voyez là au premier plan, et parfois, pour les façades qui sont blanches, par exemple, eh bien, elles seront simplement enduites et blanchies à la chaux, ou bien, quelquefois, on peut quand même mettre un plaquage de pierre, mais qu'on était obligé, par le commerce maritime, de faire venir de très loin. Je vous montre pour commencer, hein, toujours pour qu'on prenne un peu virtuellement possession de la ville de Bruges, quelques vues générales, pleines de charme, pleines de poésie. Exactement comme à Venise, la population dont le logement donnait sur un canal avait eh bien, l'embarcadère privé pour le bateau. Et vous voyez que l'immeuble, là, le double immeuble qui se trouve ici, là, un peu à gauche de la photo, on devine bien le petit embarcadère privé, voilà, qui est en bas. Quelquefois, on a même carrément ce que j'appellerais le garage pour le bateau, hein, qui est en fait une barque, hein, concrètement. Hein. Voilà. Vous apercevez également le grand beffroi qui est le beffroi de la ville, c'est-à-dire le clocher civil, qui domine d'ailleurs la halle aux draps que je vous montrerai tout à l'heure. Alors vous savez, dans ces pays nordiques, certes le climat est quand même parfois très difficile. Beaucoup de grisaille, beaucoup d'humidité, mais à l'opposé, et c'est le cas en particulier à Bruges, on aime beaucoup les couleurs. Vous voyez, alors déjà la brique apporte ce côté un peu chaleureux, un peu rose-orangé. On va également essayer de se rattraper par la musique, étant donné que c'est le monde des carillons, hein, celui des Flandres, dans tous ces beffrois, dans la plupart des clochers des plus grandes églises, on trouve des carillons extraordinaires. Alors, je voudrais vous apporter une précision, messieurs, dames, là-dessus. On ne peut appeler réellement carillon qu'un ensemble de cloches qu'on ne peut actionner que manuellement. Il y a une charte à l'échelle internationale, d'ailleurs, pour définir cela depuis déjà pas mal d'années. Beaucoup de carillons ont été électrifiés. Alors, ce sont des carillons, oui, mais qu'on ne peut plus utiliser manuellement. Donc, officiellement, on ne peut plus les appeler carillons. Mais là-bas, nous avons des carillons démesurés, entièrement mécaniques, et qui sont joués par de véritables musiciens professionnels, qu'on appelle des maîtres carillonneurs. Et à Bruges, vous avez notamment le plus grand carillon dans le beffroi de la Halle aux Draps de tout le pays. Et c'est un carillon qui compte presque 80 cloches, donc on l'utilise assez régulièrement, les dimanches et jours de fête. Ça donne une gaieté et une poésie supplémentaires dans cette ville, et parfois on peut l'entendre de très loin selon la météo. Je vous montre encore quelques vues générales. Par exemple, de ces jolies maisons médiévales dont certaines ont des façades de bois. On a un peu de pierre aussi parfois, mélangée à de la brique. Beaucoup de végétation aussi dans la ville. C'est un peu une ville-jardin quelque part, extrêmement agréable. Donc tous ces canaux, évidemment, étaient, comme à Venise, utilisés pour transporter les marchandises, hein, d'une manière un peu particulière.
Mais on a l'équivalent à Gand aussi, qui est une sorte de seconde Venise des pays du Nord. Et donc, on peut imaginer donc des bateaux transportant les rouleaux d'étoffe et puis beaucoup d'autres marchandises, hein, parce qu'on trouvait sur les quais de cette ville absolument de tout. Alors, ça pouvait être des objets divers et variés, ustensiles de cuisine ou autres, des denrées alimentaires, toutes sortes de ce qu'on appellerait aujourd'hui de l'outillage. On trouvait également du charbon. Alors attention, c'était du charbon de mine et non pas du charbon de bois. Voilà, on avait tout ça, le charbon, on l'amenait d'Angleterre. On trouvait également de l'étain qu'on ramenait de Cornouailles. Voilà, donc on avait de tout, y compris des métaux précieux et des pierres précieuses, ce qui fait que la ville de Bruges a été aussi une capitale dans l'art de l'orfèvrerie dans les siècles passés, et que dans les églises et les musées de la ville, on y voit des pièces d'orfèvrerie à vous couper le souffle. Voilà également, vous voyez, la forme un peu de symétrie que l'on peut trouver dans l'équivalent donc de certaines de nos grandes artères, ici donc d'un canal plus large que les autres. Donc toutes ces jolies maisons, rythmées également par les nombreuses églises paroissiales et les couvents, car contrairement à la partie nord des Pays-Bas, des anciens grands Pays-Bas, donc où dans la partie nord, c'est plutôt un territoire qui est passé depuis le XVIe siècle au protestantisme. En revanche, les Flandres et leurs abords sont restés catholiques. Et donc, on a tous les grands ordres religieux qui sont représentés. Et évidemment, nous avons à Bruges, comme dans toutes ces villes du Nord, un patrimoine religieux exceptionnel. D'ailleurs, pour tout vous dire, si dans ces villes-là, on évite de découvrir le patrimoine religieux, on passe à côté de l'essentiel, parce que les plus grandes richesses, en fait, concrètement, elles sont là. Je vous en montrerai un choix dans un instant. Vous voyez le charme de certaines parties, donc ça c'est ce qu'on appelle ici le Minwater, qui est en fait la jonction de deux ou trois canaux, donc avec un élargissement, avec ces très belles maisons qui ont même d'ailleurs de belles cheminées, des tourelles avec les escaliers à colimaçon qui desservent les étages. Voilà, ça c'est un des points de vue les plus exceptionnels de la ville. Vous voyez cette belle maison d'angle avec sa végétation et puis avec toutes les fenêtres à meneaux de la fin du Moyen Âge et du début de la Renaissance. Alors par moments, ça peut être un fabuleux miroir. Vous voyez encore, bon, par exemple, un bateau qui est là rangé le long d'une maison et donc reprenant toujours l'emplacement des anciens embarcadères privés. Là, vous voyez justement d'un peu plus près ces maisons avec de nombreuses fenêtres à meneaux. Bon, les fenêtres sont en effet nombreuses et vraiment au maximum parce que ben, le climat étant ce qu'il est, il faut pouvoir s'éclairer vraiment au maximum. C'est très important, surtout quand on fait des travaux tels que le travail de l'orfèvrerie, le travail des métaux précieux et des pierres précieuses, la fabrication des étoffes. C'est pas évident, en effet, de bien s'éclairer pour faire ces travaux délicats. Alors, comme dans toutes ces grandes villes flamandes, et d'ailleurs, dans la partie des Flandres qui déborde aujourd'hui largement sur l'actuel département des Hauts-de-France, tout au moins, pardon, la région des Hauts-de-France, il faut quand même se dire qu'il y a là cette tradition de la Grand Place, la place principale. Cette Grand Place, elle est fondamentale dans ces pays du Nord. D'ailleurs, on en trouve un équivalent en Espagne, avec la place à Mayor. Et justement, c'est parce que il y a à un moment donné la domination des Habsbourg, autant dans la péninsule ibérique que dans cette partie de l'Europe du Nord, qu'on a cette tradition commune des grandes places. La grande place, c'est d'abord le lieu, je vous en montre ici le plan, vous voyez, sur un plan ancien, qu'on appelle le burg, vous voyez, qui, comment vous dire, c'était la vitrine de la ville. C'est la vitrine, c'est là qu'on trouve les plus belles maisons. C'est là que, justement, les façades des maisons doivent montrer la richesse
de tous les notables de la ville qui sont à l'origine, qui tirent les ficelles concrètement des richesses de cette ville. Et le bâtiment que vous apercevez à droite, avec ce grand beffroi, c'est justement la halle aux draps. Alors voilà une vue panoramique de la Grande Place avec des maisons, et pour certaines très, très colorées, très chatoyantes, quelquefois de dimensions modestes, d'autres beaucoup plus opulentes et anciennes. En principe, c'est là que l'on trouve aussi, et c'est ce qu'on voit à droite, l'hôtel de ville, vous voyez, donc des bâtiments principaux, les pouvoirs civils de la cité, hein, qui sont vraiment à l'origine de cela. Voilà, je vous montre différentes vues. Ce sont les lieux également de rendez-vous, de promenade, les lieux où on va aussi faire le marché, hein, à certains jours de la semaine. Et puis, c'est là aussi que l'on va, surtout à partir de la Renaissance et plus encore du XVIIIe siècle, on va y trouver les plus belles auberges, on va y trouver les plus beaux cafés, car cette boisson si prisée qu'est le café va faire son entrée en Europe, et d'abord en Europe du Nord, dès le milieu et même la première moitié du XVIIIe siècle. Voilà, là vous avez parmi les maisons les plus anciennes de la ville. Alors, ce sont ce qu'on pourrait appeler chez nous en France de véritables hôtels particuliers. En fait, ces façades gothiques cachent de somptueux appartements qui d'ailleurs pour beaucoup sont encore privés aujourd'hui ou bien abritent des institutions. Et ce sont donc les maisons dans lesquelles, je vous disais, vivaient les habitants les plus fortunés. Là, vous avez, avec un autre éclairage, vous voyez, un autre point de vue, où l'on voit au fond, au centre, dominant le tout, cette fois-ci, le clocher de la cathédrale. Grande cathédrale gothique, dont je vais vous parler dans un petit instant. Voilà donc la façade des pouvoirs civils de la cité, vous voyez, l'hôtel de ville notamment, d'où tous les drapeaux. Bon, il y a également une partie des bâtiments transformés en musée aujourd'hui, le musée d'histoire de la ville notamment. On est là donc dans du gothique flamboyant. Alors je vous montre la grande salle de l'intérieur de l'hôtel de ville avec ce fabuleux décor. Alors c'est un décor qui a été très abusivement restauré au XIXe siècle pour devenir quasiment le style troubadour que l'on affectionnait particulièrement à ce moment-là. C'est-à-dire cette passion qu'on avait au XIXe siècle pour le Moyen-Âge, en particulier pour le gothique. Et ne perdez jamais de vue, chers auditeurs, que à partir du moment où la ville de Bruges était tournée vers la mer du Nord et que on devait nécessairement y fabriquer et y entretenir de très nombreux bateaux, de très nombreux navires, il y avait donc des charpentiers à Bruges qui étaient spécialisés dans les charpentes justement de l'architecture navale. Et ce sont ces mêmes artistes qui souvent ont été appelés à réaliser par exemple les voûtes gothiques que vous avez là sous les yeux, dans cette salle de l'hôtel de ville, qui d'ailleurs, regardez, sont complètement lambrissées. Ce sont des voûtes de bois, hein. Et puis alors vous avez les nervures et les clés de voûte très richement décorées. Vous voyez, c'est ce style-là qui, par le biais des Habsbourg, à un moment donné, va être introduit dans cet autre territoire des Habsbourg qu'est la péninsule ibérique. C'est pour ça qu'en Espagne, on trouve des choses similaires, notamment ces clés de voûte qui sont à la croisée des ogives, extrêmement décorées, même pendantes, sculptées, polychromées, voilà. Enfin, en tout cas, cette salle est magnifique avec sa cheminée gothique. Alors, une vue aérienne, bon, ma photo n'est pas excellente, mais elle vous montre quand même un peu tout ça. Donc, cette grande place, vous voyez, qui n'a pas toujours d'ailleurs une forme régulière. Celle-ci est quasiment une forme trapézoïdale. Mais le plus intéressant, c'est l'énorme bâtiment que vous apercevez à gauche, avec le beffroi. Le voici. Donc, c'est celui-là qui contient le fameux carillon. Et ce bâtiment qui est au pied du beffroi, avec cette grande cour intérieure, ce grand quadrilatère, tout cela, c'est la halle aux draps. Alors, c'est là que donc, au quotidien,
il y avait non pas la criée aux poissons, mais la criée aux meilleures étoffes. C'est là que les fabricants venaient donc présenter leur travail, c'est là qu'avaient lieu les négociations pour fixer les prix. Le bâtiment avait même une partie donc fortement administrative dans laquelle il y avait un peu l'équivalent de nos chambres de commerce de l'époque moderne et contemporaine. Donc c'est vraiment le lieu de la richesse par excellence, puisque l'étoffe, c'est réellement la richesse numéro un dans l'artisanat local. Et n'oublions pas que les artistes, peintres et sculpteurs originaires de ces contrées ne cessent d'habiller, comme par hasard, tous leurs personnages dans leurs œuvres avec des drapés d'une extrême lourdeur, d'une profusion de plis et de replis, parce qu'ils veulent justement, à travers leurs œuvres, faire étalage de cette richesse qu'est l'étoffe. Et leurs œuvres sont un art de propagande, quelque part. Ça, c'est absolument incroyable d'avoir poussé, vous voyez, l'art jusque dans ces retranchements par ce biais-là. Alors, vous voyez, donc, toutes les terrasses, bon, bien sûr, des cafés dont certains ont des origines qui sont très anciennes, remontant jusqu'au XVIe ou au XVIIIe siècle. Je vous disais que certaines de ces maisons sont particulièrement hautes en couleur. Ce sont des maisons du XVe siècle, tout ça, XVe, XVIe. Voilà cette vue ancienne, j'aime bien mélanger des vues actuelles et des vues d'autrefois. Bon, on est là vers 1900 à peu près, hein, vous voyez la Grande Place presque vide, vous voyez donc l'énorme beffroi avec son carillon, et donc la façade côté Grande Place de la Halle aux Draps. Voilà donc la même chose dans une vue actuelle, avec cette calèche au premier plan, hein, il y en a beaucoup dans la ville. Évidemment, les touristes apprécient cela, mais c'est vrai que ça va très très bien avec le décorum général de cette ville merveilleuse, qui est en fait, soyons clairs, une véritable ville-musée, mais une ville, je pense, mis à part le climat, où il fait bon vivre, une ville très agréable. Alors ce beffroi fait plus de 90 mètres de hauteur, on peut d'ailleurs, il est ouvert à la visite et on peut y monter, il est d'ailleurs extrêmement intéressant à visiter, on peut monter jusque dans la partie du carillon, mais le mieux étant bien sûr de pouvoir entendre le carillon, ça c'est merveilleux. Alors nous voici dans la grande cour de la Halle aux Draps, donc c'est un bâtiment qui remonte à l'époque du début de la Renaissance, donc du XVe siècle. D'ailleurs, vous voyez qu'au fond, il y a une coursive avec des colonnettes et des arcs plein cintre. On a l'impression même qu'on est en Italie quand on voit ça. Et les grandes portes qui sont au rez-de-chaussée, vous voyez, de cette cour, dans chacune des ailes qui constituent le bâtiment, il y a à l'intérieur d'immenses salles dans lesquelles donc il y avait les étalages de ces marchands, de ces fabricants d'étoffes. Et par contre, au-dessus, au premier étage, la partie strictement administrative. Alors voilà un échantillon, vous voyez, de ces fameuses cloches. Alors, la particularité ici, c'est que le carillon de Bruges, il est à la fois électrique et mécanique. Donc, on peut vraiment l'appeler carillon. Quelques cloches seulement, on voit un petit boîtier blanc dessus, donc ça, c'est la partie électrique, parce que à peu près, je crois que c'est même carrément tous les quarts d'heure, on entend certaines de ces cloches. Mais si vous voulez vraiment les entendre au complet, il faut l'actionner manuellement. Et encore, ce que vous avez là sur cette image, ça n'est pas le carillon dans son intégralité, loin de là. Voilà, là vous apercevez un peu en contre-plongée, au-dessus, tous les tirages de câbles, justement, qui vont actionner le battant pour faire tinter les cloches. Vous savez que dans le monde de l'art campanaire, c'est-à-dire l'art des cloches, il y a deux façons de sonner une cloche, soit en la faisant tinter, c'est-à-dire que la cloche, elle ne bouge pas, il n'y a que le battant qui bouge, ou alors de la carillonner, et là c'est la cloche qui se balance entièrement, ou même qui de fois peut carrément tourner, hein, comme une roue.
Il y a également la grande horloge historique dans ce beffroi, qui est un véritable chef-d'œuvre. On sait que depuis la Renaissance, il y a eu une horloge prestigieuse qui était déjà un chef-d'œuvre des premiers maîtres horlogers de cette époque, puisque la Renaissance, n'oublions pas que c'est l'époque, c'est un peu la période de l'ingénierie, hein, justement, où la technologie fait un grand bond en avant dans beaucoup de domaines d'ailleurs, et pas seulement dans ces questions, dans ces domaines techniques. Mais ici, bon, l'ensemble a été quand même refait dans le courant du 19e siècle, de manière tout à fait remarquable. L'horloge fonctionne encore totalement mécaniquement. Ça, c'est vraiment un grand chef-d'œuvre. C'est très impressionnant d'ailleurs à découvrir sur place. Alors, depuis le sommet de ce beffroi, voilà donc la deuxième place de la ville, sur laquelle se trouve donc un édifice un peu complexe à décrypter d'ici. En fait, c'est une grande église, c'est la basilique du Saint-Sang, le sang qui est en fait le sang du Christ, puisqu'en effet, on y conserve, depuis la fin du Moyen-Âge, une ampoule de cristal dans laquelle on aperçoit un peu comme des morceaux de ouate, vous voyez, un peu rougeâtre, donc imbibé, nous dit la tradition, du sang du Christ que un notable avait ramené de Terre Sainte jusqu'à Bruges et qui est rigoureusement, religieusement conservé depuis et qui fait l'objet d'une dévotion que vous n'imaginez pas et également de grandes fêtes, dont une procession annuelle extraordinaire dans laquelle non seulement on sort la relique dans toutes les rues de la ville, mais également il y a tout un décorum autour qui pourrait presque évoquer parfois à la limite le carnaval. Vous voyez, bon, c'est quand même pas le carnaval en tant que tel, parce qu'on respecte trop la relique du 700. L'archevêque, bien sûr, de la ville préside la cérémonie. Vous avez également la confrérie du 500 qui organise absolument tout, les membres de la confrérie qui ont un costume spécifique. Alors voilà l'extérieur d'une partie seulement de la basilique du 500, qui est un chef-d'œuvre, là aussi, du gothique flamboyant. L'entrée se fait latéralement. Je vais vous montrer ça dans un instant. Ah, c'est absolument somptueux, vous voyez, couvert de statues, de chevaliers, de saints et de saintes, de prophètes, de sibylles. Voilà, très bel ensemble de la fin du Moyen-Âge. Et puis voilà, donc réalisé au XVIe siècle, l'entrée de la basilique, qui n'a pas du tout l'allure d'ailleurs de l'entrée d'une église, mais bon, c'est conçu comme ça, avec des éléments là aussi de transition gothique flamboyant et Renaissance, des parties où la pierre est dorée à la feuille d'or. Voilà, vous voyez, c'est plein de merveilles, tout ça, vraiment. Et dans la basilique, nous y voici, vous voyez que la voûte est encore en bois, donc tout ça est lambrissé. On voit bien là aussi que plane l'ombre de ces spécialistes de l'architecture navale. De grandes fenêtres, un décor d'une richesse inouïe. Dans le chœur, on aperçoit également à gauche cette espèce de parasol à moitié plié, rouge et jaune. C'est l'insigne qui nous renvoie aux couleurs du Saint-Siège, et c'est l'insigne, donc l'église est une basilique mineure. Et à droite, symétriquement, il y a autre chose, mais qu'on voit tout petit sur ma photo, ce qu'on appelle le tintinabulum. C'est en fait une espèce de structure qu'on sortait en procession, toute sculptée, décorée, dorée, dans laquelle il y a une clochette. Remarquez aussi la forme étrange, comme un globe, de la chaire à prêcher que vous avez à droite, qui est tout en bois sculpté, et également le fabuleux décor de peinture et de mosaïque que l'on trouve dans cette église qui en met vraiment plein la vue. C'est un haut lieu, vous voyez, de couleurs. Alors, dans la chapelle qui ouvre là, vous voyez sur la droite de ma photo, où l'on découvre d'ailleurs tout un hôtel baroque, c'est là que l'on conserve dans un tabernacle la fameuse Sainte Ampoule contenant donc du précieux sang. Alors, plusieurs jours par semaine, la relique est sortie.
proposées à la vénération des fidèles qui peuvent donc défiler, vous voyez, pour venir s'incliner et baiser le reliquaire. Et donc, bien sûr, la mosaïque qui a été, là par contre, le décor a été terminé là aussi au XIXe siècle, mosaïque prestigieuse qui évoque justement le thème du calvaire, le Christ en croix, des anges qui, dans des calices, recueillent justement le précieux sang qui coule également au pied de la croix, depuis une fontaine, et vous avez donc les brebis qui sont là également, donc c'est le Christ bon pasteur, bien entendu. Vous avez également 2 villes fortifiées, à gauche Bethléem, à droite Jérusalem, qui symbolise un peu comme l'alpha et l'oméga, donc le lieu de la naissance et le lieu de la mort, de la résurrection et de l'ascension du Christ. Alors voilà, portée, vous voyez, avec des gants et tout, la fameuse ampoule, donc là c'est par un membre de la confrérie du précieux sang. Voilà le reliquaire, vous voyez, en vermeil, avec des pierres précieuses, l'ampoule, donc, qui est là, et vous voyez, qui est un peu teintée de sang, en effet, à l'intérieur. Bon, évidemment, je voudrais simplement vous rappeler que l'année dernière, je vous avais fait une série de conférences sur les reliques du Christ. J'avais dit quelques mots déjà de cette relique du précieux sang. Et je vous rappelle que malheureusement, cette relique n'a pas encore été analysée scientifiquement. Il faudrait pouvoir déjà au moins définir le groupe sanguin, parce que si c'est le groupe AB, eh bien la relique aurait des chances d'être en effet authentique, étant donné que sur bon nombre de reliques potentielles du Christ tachées de sang, c'est le même groupe sanguin et appartenant au même homme que les scientifiques ont pu déterminer depuis déjà pas mal d'années. Je vous montre cette grande fête qui fait partie vraiment de la vie de Bruges, alors des traditions. Je peux vous dire que tout le monde attend avec impatience chaque année la procession du 500. Alors là, vous avez le somptueux reliquaire dans lequel il y a un coffret contenant la Sainte Ampoule. Le reliquaire est en vermeil, c'est un chef-d'œuvre de la Renaissance, avec des petites clochettes, vous voyez, qui sont accrochées là au milieu vraiment de cette pièce d'orfèvrerie. D'ailleurs, en même temps, ça me permet de vous montrer le niveau, vous voyez, des orfèvres qui ont travaillé jadis à Bruges. Là, ce sont des chanoines de la cathédrale en grande tenue qui sont en train donc de processionner. Et ici, c'est l'évêque de la ville qui tient carrément sur ses épaules le brancard du reliquaire, soutenant le reliquaire. Et alors vous avez ces messieurs avec ce magnifique costume et ce béret qui ont là le costume traditionnel, nous indiquant qu'ils sont membres de la confrérie du précieux sang. Alors il y a également des personnes qui se déguisent en chevaliers, vous voyez tout ça, parce qu'on rappelle les origines médiévales de la venue de la relique dans la ville. Regardez la population, vous voyez, dans les rues principales, carrément, on monte des gradins pour cela, donc c'est vraiment une organisation incroyable. Voilà tous les défilés. Alors on sort également, comme si on était presque pendant la semaine sainte, vous voyez, des statues des églises sur le thème de la Passion. Vous voyez ici le Christ dans les liens avec le manteau pourpre. Au fond, c'est le Christ en croix, etc. Donc, grandiose spectacle, néo-médiéval, spectacle sacré. Ici, d'autres membres de la confrérie du 500 portent les insignes de la basilique qui, en temps normal, conserve la relique. Donc voilà le tintinabulum sur la gauche, on voit la clochette, et l'ombrellino qui est là, le parasol qui est en fait un dé de procession aux couleurs du Saint-Siège. Alors il y a aussi une tradition dans les Flandres, et que l'on trouve tout particulièrement et fort bien conservé à Bruges, c'est le béguinage. Qu'est-ce que c'est qu'un béguinage? Alors le béguinage, c'est en fait un couvent, jadis uniquement féminin, dans lequel donc vivaient à la fois en communauté et aussi en ermite, c'est-à-dire qu'en fait autour du couvent, il y avait une série de petites maisons, quelquefois avec un petit jardin, avec une religieuse donc par maison, qui était en fait leur cellule en quelque sorte, mais des cellules, il faut reconnaître quand même assez spacieuses,
qui évoquerait d'ailleurs volontiers un peu les cellules d'une chartreuse, voyez-vous. Et donc ces femmes étaient soit célibataires, soit veuves, et par une profonde foi, une grande dévotion, décidaient donc d'entrer en religion et de vivre donc là en communauté. Et ça a été quelque chose de très répandu dans toutes ces villes nordiques, en tout cas dans les Flandres et leurs abords. Et Bruges est certainement la ville qui a le mieux conservé son béguinage, un béguinage en plus remarquable. Alors je vous montre ici le plan, voyez, du béguinage qui se trouve donc dans la partie, voyez, teintée de jaune. Et ce béguinage est un des plus grands d'ailleurs de Belgique aujourd'hui. Alors les béguines, il n'y en a plus. Il y en a quelques-unes, bon, dans d'autres béguinages, mais pas aussi nombreuses que dans les siècles passés. Et ces béguines donc pouvaient également réaliser des objets, faire une sorte de petit artisanat. Elles pouvaient aussi participer à l'évangélisation de la ville, assurer par exemple des cours de catéchisme pour les enfants. Alors, elles sont sur une sorte d'îlot un peu à part. Donc voilà le pont à trois arches qui est le pont d'accès au béguinage avec à gauche la façade blanchâtre avec son portail qui est l'entrée officielle du béguinage. Que voici, et on est là d'ailleurs dans une partie où il y a une prolifération de cygnes et de canards, ce dont les touristes raffolent aujourd'hui. Et dès que l'on passe ce pont et ce porche, on est dans un monde à part. Voilà, dès qu'on a franchi le porche, on a cette espèce d'allée, voyez, à ciel ouvert, qui conduit sur une sorte de grande place avec des arbres, un peu à l'état sauvage, et tout autour, donc, les maisons des béguines, et à un moment donné, la chapelle du béguinage. Alors voilà, donc les maisons sont éparpillées tout autour, donc elles sont bien rangées, cela dit. Alors certaines sont plus grandes parce qu'il y a quand même des moments de la journée où les béguines se retrouvaient en communauté et donc il y avait certainement le réfectoire, la bibliothèque, une salle capitulaire, voilà à peu près ce qu'on rencontre dans tous les monastères par ailleurs de par le monde. Et là, ce que vous voyez, ce ne sont pas des béguines, mais ce sont des bénédictines qui sont venues s'installer là il y a maintenant pas mal d'années et grâce auxquelles l'ensemble a pu être fort bien conservé. Voilà toute la communauté des religieuses bénédictines. Vous voyez, assez nombreuses quand même. Donc c'est un haut lieu. Alors voilà l'alignement de toutes les petites maisons, dont une par religieuse. Les petits jardins également en enfilade, très poétiques d'ailleurs. Ça fait un peu jardin de curé, hein, comme on le dit aujourd'hui. Sur une autre partie, voilà encore une succession de maisons. Alors ici, vous voyez donc les entrées de chacune d'entre elles. Voilà. Donc ce sont des lieux absolument merveilleux. Celui de Bruges est vraiment un des hauts lieux. Ça, c'est un des coins les plus remarquables à visiter quand on va là-bas. Je vous montre quelques détails. C'est très beau aussi, bien sûr, aux couleurs d'automne. Cette vue ancienne aussi nous montre, voilà, l'entrée du béguinage. La chapelle, ici, qui est donc là à droite, extérieurement très sobre. La voilà dans son état actuel. Et à l'intérieur, un riche mobilier. Et encore, vous allez voir, c'est loin d'être l'église la plus richement décorée de la ville. Elle est dans des proportions encore à échelle humaine, mais voyez que le chœur est clos, hein, tout clos de boiseries, de stalles à l'intérieur, hein, pour que les béguines puissent prier en communauté par moment. Et puis on voit donc des retables avec des colonnes torsadées, des tableaux, des sculptures. Alors très, très souvent, vous verrez qu'en Belgique, et notamment à Bruges, les retables de l'époque baroque sont noirs et blancs. Alors, très souvent, le noir, c'est du marbre. Le seul marbre que l'on trouve en Belgique depuis des siècles, c'est du marbre noir. Donc là, on l'a parfaitement utilisé.
Marbre noir de Belgique, d'ailleurs, qu'on exportera par le commerce maritime depuis Bruges dans l'Europe entière et au-delà. Ensuite, le blanc, ça va être soit du marbre qu'on va ramener de Carrare, ou alors tout simplement, c'est souvent du bois peint en faux marbre, donc du trompe-l'œil, de l'imitation. Voilà, dans les chapelles latérales également, c'est superbe retable. Et on en arrive à la cathédrale Saint-Sauveur. Alors la cathédrale Saint-Sauveur, c'est l'un des grands monuments de la ville, bien sûr. Alors là, on est complètement dans le gothique, hein. La cathédrale a été commencée dès le milieu du XIIIe siècle et il faut la placer dans la lignée de nos grandes cathédrales gothiques de la moitié nord de la France. Je vous rappelle au passage que le gothique est né vraiment en France vers le milieu du XIIe siècle, parallèlement d'ailleurs à l'apogée de l'art roman et non pas à la suite de l'art roman. Et le gothique donc est né en Île-de-France, en Champagne et en Picardie et aussi en Normandie. Et donc à partir de cela, ce gothique va avoir un succès énorme qui va beaucoup plaire justement au clergé des pays nordiques. Et donc nous avons en Belgique, notamment à Bruges, parmi les meilleurs spécimens d'architecture gothique au monde, vraiment, et aussi parmi les plus vastes. Donc voilà la cathédrale avec un clocher bon, qui lui est pas d'une élégance particulière. Il n'a pas les grandes flèches que nous connaissons par chez nous. C'est un peu différent. En fait, il a gardé une base romane parce qu'il y a l'ancienne cathédrale romane qui demeure aussi en partie dans l'édifice et justement au niveau du clocher. D'où cette austérité que l'on a quand même ici. Mais c'est quand même une grandiose cathédrale avec un plan en croix latine. Voilà, alors ici on voit mieux la base du clocher et où l'on voit des plaquages, vous voyez à peu près à mi-hauteur, de petites arcatures qui sont des bandes lombardes caractéristiques de l'art roman. Il n'y a que la partie haute qui sera rajoutée donc au moment de la reconstruction de la cathédrale à partir du XIIIe siècle. Donc de nombreuses fenêtres, là aussi, très souvent dans ces grandes cathédrales, ces grandes églises gothiques, tout au moins de Bruges et de l'ensemble des Flandres, on préfère les grandes verrières telles que vous l'avez là sous les yeux, plutôt que les rosaces. Voilà, la rosace sera davantage quelque chose de français. Donc on est là dans un grandiose édifice de briques principalement. Et vous avez là sous les yeux donc la vue de la nef principale entièrement restaurée ces dernières années. Donc ça c'est très heureux parce que on a pu restaurer et restituer par endroits l'enduit d'origine donc qui couvrait les murs et les piliers de briques et les voûtes. Les voûtes sont en partie polychromes. On a retrouvé la polychromie de la fin du Moyen Âge. Voilà la croisée du transept. Vous voyez, on est tout à fait dans les proportions de nos grandes cathédrales gothiques françaises, incontestablement. On est autour d'une bonne trentaine de mètres de hauteur. Mais ce sont des ogives tout à fait classiques, la simple croisée, comme on la trouve communément en France. Le chœur, donc, est, comme dans toutes ces cathédrales gothiques, très profond, très démesuré, parce qu'il est conçu pour les grandes liturgies épiscopales, bien entendu, aux grandes fêtes de l'année. Vous avez les boiseries des stalles pour les chanoines qui assistent l'évêque et qui administrent la cathédrale. Vous voyez également là aussi, elles sont conservées. Alors, il y a peut-être eu certainement jadis un jubé qui devait clôturer ce chœur, comme on le voit encore dans les cathédrales gothiques espagnoles. Il y en avait autant chez nous en France, mais qu'on a commencé à supprimer sous le règne de Louis XIV. Et bon, il nous reste quelques jubés néanmoins en France, à la cathédrale d'Albi, à la cathédrale d'Auch, bon, et d'autres. Mais en Belgique, on les a supprimés aussi pour beaucoup, ou tout au moins déplacés souvent, dans une autre partie de l'édifice. Et donc là, on a le chœur désormais ouvert, voyez. Alors quelquefois, il y a encore des vitraux d'origine qui subsistent, et on a là aussi une très belle série de tapisseries du XVIIe siècle accrochées au-dessus des stalles, exactement comme on en voyait aussi chez nous. D'ailleurs, les tapisseries sont aussi une spécialité flamande, mais qui était plus une spécialité de Bruxelles. Bruxelles, tapisserie, Bruges plutôt, dont les étoffes précieuses.
Voilà, le maître-autel, donc surmonté aussi de son retable de marbre noir. Je vous montre ça donc sous des angles différents, hein, bien entendu. Vous voyez, on a pu quand même retrouver, restituer la polychromie du Moyen Âge sur des colonnettes, des arts brisés, la galerie de Triforium, donc il y a toute une polychromie. Le Moyen Âge avait la passion de la couleur. Et là, vous voyez donc les stalles, hein, une vue en biais. Au-dessus de chaque dossier de stalle, d'ailleurs, vous avez un blason. Et souvent, d'ailleurs, avec le collier de l'ordre de la Toison d'Or autour, Toison d'Or, qui est un ordre donc très important, même un des plus importants d'Europe, qui avait été créé donc par les ducs de Bourgogne et qui va donc s'étendre à leur territoire flamand et jusque au moment de la domination d'Habsbourg, jusque dans la péninsule ibérique. Voilà, donc des tapisseries absolument intactes, de très grandes dimensions, que jadis, normalement, on n'accrochait que pour les jours de fête. Mais là, maintenant, il les laisse en permanence pour montrer ce patrimoine exceptionnel. Alors, ce sont des stalles, vous voyez de plus près, très anciennes. Elles sont en chêne massif, elles sont gothiques, elles sont des 14e et première moitié du 15e siècle. Alors vous voyez également des parties sculptées qui imitent donc les grandes baies vitrées de ces cathédrales gothiques. Là, vous avez un lion sculpté également au-dessus. Vous voyez également des statuettes dans les séparations des stalles. Les miséricordes ici sont relevées, mais je pense qu'elles sont également très décorées. Donc, le collège des chanoines qui administrait cette cathédrale avait un ensemble de stalles de chœur vraiment, vraiment exceptionnel et très bien conservé et encore en fonction, bien sûr, aujourd'hui. Voilà l'une des tapisseries, c'est celle de la résurrection. Donc, ce sont certainement des tapisseries qui ont été fabriquées à Bruxelles et ensuite ramenées jusqu'à Bruges. Et quelquefois, les cartons, c'est-à-dire les modèles qui ont été utilisés pour ces tapisseries, sont issus de l'atelier de Rubens, hein, qui est quand même le grand peintre actif dans ce territoire, mais surtout du côté d'Anvers, donc au nord du pays, et également les meilleurs élèves de Pierre-Paul Rubens, qui nous ont donné donc ces grandes machineries dans la composition extrêmement théâtrale, autrement dit extrêmement baroque. Vous voyez le souffle qui se dégage là de cette composition du Christ qui surgit victorieux du tombeau le matin de Pâques. Alors, je vous ai dit tout à l'heure, pour les cloches, qu'on aime beaucoup la musique dans ces territoires. Oui, de toute façon, ce n'est pas un secret. Plus on monte vers le nord de l'Europe et plus on est musicien. Il n'est que de voir dans également le pays voisin qu'est l'Allemagne, le nombre de compositeurs, et pas des moindres, hein, quand même Jean-Sébastien Bach, entre autres, vous voyez, les plus grands que les siècles passés nous ont donnés. Donc nous avons dans toutes ces belles églises de Bruges et de toutes les Flandres des orgues magnifiques. Alors je vous montre l'exceptionnel buffet d'orgue du XVIIe siècle de cette même cathédrale. Il est accroché en fait au mur du fond, au revers de la façade donc de la grande nef. Les tuyaux, chose rare, sont légèrement couverts de feuilles d'or. Et la tribune qui est au-dessous, en fait, c'est une fausse tribune. C'est en réalité le jubé qui se trouvait, qui clôturait le chœur, encore à l'époque baroque. Et donc, on a démonté et remonté à l'identique dans la partie basse de la grande nef. Et ça, c'est quand même très intelligent d'avoir fait ça, parce qu'au moins, on l'a simplement déplacé, mais on ne l'a pas détruit. Alors, je vous montre d'ailleurs d'un peu plus près. Donc, vous voyez que cet ancien jubé est en marbre noir et blanc, avec au-dessus de l'arc central une superbe effigie, assez impressionnante d'ailleurs, du Père éternel, entouré d'angelots. Et voyez donc au-dessus, en contre-plongée, le grand orgue de la cathédrale, absolument somptueux.
avec toutes ces tourelles, vous voyez. Enfin, ce noir est quand même, donne une austérité à l'ensemble qui est quand même un peu troublante. Même la boiserie du buffet d'orgue, vous voyez, est passée, je pense, au brou de noix, vous voyez, qui l'a noirci considérablement. Voilà la statue du Père éternel. Alors d'ailleurs, dans un style baroque très avancé, hein, c'est esthétiquement digne de ce qu'on produit à Rome, par exemple, au même moment, dans l'entourage du Bernin, de l'Algarde, de tous les grands maîtres de la sculpture romaine au XVIIe siècle. La deuxième grande église de la ville, après la cathédrale, c'est l'église Notre-Dame. Alors c'est une autre église gothique grandiose que voici, que l'on peut apercevoir de très loin, vu qu'elle a un clocher démesuré, qui est d'ailleurs le plus grand clocher de la ville après le beffroi et aussi le clocher de la cathédrale. C'est une église du XIIIe siècle, là aussi, le clocher est très beau, très beau. Alors il est d'un seul jet, il est vraiment surmonté d'une authentique flèche gothique. Lui aussi donc possède un riche carillon de plusieurs dizaines de cloches. Donc c'est une sorte de signal urbain, un peu comme de phare, que les navigateurs autrefois, lorsque la mer arrivait aux portes de la ville, la mer du Nord, on voyait tous ces clochers, et donc ça devait être un repère magnifique également de loin, ça devait être superbe. Alors voilà quelques détails de la très belle architecture gothique de l'église Notre-Dame. Alors c'est une église qui était très prisée justement par les riches marchands, par les notables de la ville. C'était même la paroisse de beaucoup d'entre eux et le lieu de sépulture aussi de beaucoup d'entre eux. Alors à l'intérieur, là, le jubé est encore en place parce que l'église était en fait érigée au rang de collégiale, donc elle était desservie comme à la cathédrale par un chapitre de chanoines. Et donc pour prier tranquillement, les chanoines avaient besoin d'avoir un cœur fermé, un cœur clos. Donc le jubé, là aussi en marbre blanc et noir, est parfaitement conservé. Et vous constatez qu'il y a un charmant petit buffet d'orgue baroque qui est posé au centre du jubé. Et ça, c'était une tradition fréquente, en effet, notamment à Bruges, que d'avoir les orgues à cet endroit-là, et des orgues à double face. C'est-à-dire que de l'autre côté, à l'intérieur donc, du chœur des chanoines, il y avait toute la suite. Donc l'orgue chantait autant dans le chœur que dans le reste de la nef pour les fidèles. Vous voyez également l'immense calvaire qui monte presque jusqu'à la voûte, qui est même accroché d'ailleurs à la voûte, et qui domine le buffet d'orgue et le jubé. Alors tout n'a pas été restauré encore, hélas, dans cette grande église qui est un peu sombre, mais vous voyez donc les voûtes, vous voyez latéralement les élévations, au rez-de-chaussée les grandes arcades, au-dessus la galerie de triforium, au-dessus encore les fenêtres hautes, donc on a vraiment toutes les caractéristiques du gothique français. Alors il y a aussi une autre tradition dont je ne vous ai pas encore parlé et dont Bruges possède de remarquables exemples, c'est qu'on aime dans les Flandres le travail du bois, mais à un très haut niveau, et notamment du chêne, parce qu'en effet, il y avait beaucoup de forêts de chêne autrefois dans le territoire, et donc on avait cette matière première. Et on a réalisé des chaires à prêcher, que d'ailleurs là-bas on appelle des chaires de vérité. Donc le prédicateur qui était là pour justement nourrir spirituellement par ses sermons les fidèles, remettre les pendules à l'heure aussi dans des périodes où devaient un peu traîner quelques hérésies, puisque n'oublions pas que le protestantisme là n'est quand même pas très loin géographiquement. Donc on se méfie de tout ça, donc on appelle ça la chaire de vérité. Alors ce sont des chefs-d'œuvre d'une virtuosité extraordinaire de bois sculpté, de même que dans les nefs latérales, nous avons des confessionnaux de bois sculpté également fabuleux. Donc d'ailleurs, c'est vraiment, c'est tout un aspect de l'art baroque flamand que l'on trouve à Bruges et dans l'ensemble des Flandres à travers ces choses-là, ce mobilier d'église. Je vous montre là aussi les blasons, probablement d'ailleurs de chanoines, qui se trouvent au-dessus des stalles
dans le chœur de la même église. Et alors au fond du chœur, alors là, chose inattendue, on a deux tombeaux complètement prestigieux, d'une grande importance historique, et qui illustrent ce que je vous ai dit tout à l'heure en introduction. Vous avez là au premier plan, à gauche notamment, le tombeau de Marie de Bourgogne, et à droite de son père, Charles le Téméraire. Ce qui vous montre bien que, en effet, on est sur un territoire qui était pleinement, à un moment donné, sous la tutelle du duché de Bourgogne, et que donc les ducs de Bourgogne et leurs familles venaient séjourner régulièrement aussi dans les Flandres, et certains sont même allés donc jusqu'à s'y faire enterrer, dont Marie de Bourgogne et son père. Alors en fait, le tombeau de Marie de Bourgogne a été érigé en 1502. Il est en marbre et en bronze doré. Et celui de son père a été érigé en fait plus tard. Il avait auparavant un sépulcre beaucoup plus simple. Et en 1562, on a décidé de lui offrir quand même un tombeau digne de celui de sa fille. Et puis vous avez le triptyque peint également au fond sur le thème du calvaire. Voilà. Donc vous voyez, on est dans un ensemble vraiment merveilleux. Alors, voilà, je vous montre sous un autre angle ces deux tombeaux complètement fantastiques, avec dessus des blasons, des sculptures en bronze doré, du marbre noir, bien entendu. Là, la couleur est parfaitement appropriée. Vous voyez, donc on est là vraiment, on a ces deux sépulcres entre le maître-autel et les stalles là, du XVIIIe siècle, des chanoines. Et voyez aussi l'autre face du buffet d'orgue au-dessus, vers l'intérieur du chœur. Là, vous avez incontestablement parmi les plus beaux tombeaux de l'époque en Europe, qui d'ailleurs serait à mettre en comparaison avec les tombeaux des autres grands-ducs de Bourgogne qui sont conservés, qui étaient jadis à la Chartreuse de Champmol à Dijon, l'ancienne capitale du duché, mais qui se trouvent actuellement au musée des Beaux-Arts de Dijon. Bon, si ce n'est que les tombeaux qui sont à Dijon sont d'un niveau encore très supérieur à ce que vous avez ici. Enfin, ce décor est quand même déjà foisonnant, vous voyez, de petits blasons, il y a toute une généalogie en fait qui est représentée ici. Voilà Marie de Bourgogne, son gisant en bronze doré, en partie, avec sa belle coiffe, les mains jointes en prière, les ors froids de sa chape, superbement représentés. Et puis alors, dans une nef latérale de la même église, nous avons au bout de cette nef, dans la perspective, un grand retable là aussi, au centre duquel il y a une merveilleuse statue en marbre de Carrare de la Vierge à l'Enfant, que voici, et qui n'est autre, chers amis, qu'une authentique sculpture de Michel-Ange. Mais que vient faire une statue de Michel-Ange à cet endroit-là? Eh bien, c'est très simple. La statue est parfaitement documentée. Elle a été réalisée donc par l'artiste en 1504. Et en fait, deux frères italiens qui étaient de riches marchands établis justement à Bruges, mais d'origine florentine, ont décidé, lors d'un voyage qui a été un petit peu un retour au bercail dans leur ville d'origine, Florence, ils ont vu cette statue, ils ont voulu en faire l'acquisition. À ce moment-là, Michel-Ange était actif à Rome. Depuis Rome, donc, depuis Florence, pardon, on a écrit à Michel-Ange donc à Rome pour lui demander donc d'acheter la statue, ce qui a été fait, et on a même la lettre que Michel-Ange envoie à son propre père pour lui indiquer toutes les consignes détaillées pour emballer la statue et pour la faire livrer jusqu'à Bruges. Donc la statue, cette statue, chers amis, est la seule du vivant de Michel-Ange à quitter l'Italie. Et donc, elle arrive là-bas à Bruges, dans le port donc, de l'époque, et elle est placée donc, dans la chapelle funéraire de cette famille italienne, dans l'une des nefs donc, de l'église Notre-Dame.
Et donc, elle se trouve toujours à sa place d'origine. Statue absolument merveilleuse. Le visage de la Madone est très beau. La pupille dans les yeux n'est pas représentée, ni pour la Vierge, ni pour l'enfant Jésus. Donc, l'ensemble est complètement hors du temps. La Vierge est assise. L'enfant Jésus qui est là, vous voyez, entre ses genoux. Le drapé absolument magnifique. Donc, c'est vraiment l'une des plus belles œuvres du grand artiste italien. Alors, je vais vous montrer à présent une église moins connue, qui est l'église Sainte-Anne, qui est très sobre extérieurement, mais dont le contraste, quand on pénètre dans l'édifice, est d'une grande violence, parce que regardez, c'est une seule nef qui est rutilante de mobilier baroque. Et justement, je vous parlais il y a un instant de ces boiseries, les confessionnaux, les chaires à prêcher, les chaires de vérité, etc., tout ça sculpté dans le bois à l'époque baroque, ben, vous voyez que latéralement, la partie inférieure des murs de l'église est recouverte de ces boiseries. Vous avez notamment ces confessionnaux avec ces statues qui scandent les confessionnaux, un jubé de marbre également, avec encore un buffet d'orgue baroque posé dessus. C'est un ensemble absolument incroyable. Les lustres également, qui sont des lustres du nord des Pays-Bas, en bronze également du XVIIe siècle. Au fond de la nef, un grand tableau sur le revers de la façade, également du XVIIe, qui d'ailleurs figure un jugement dernier. C'est une toile de Hendrik Ergoets de 1685, vous voyez, très impressionnante. Donc c'est un univers qui a une atmosphère un peu lourde, c'est vrai, des boiseries souvent très foncées, mais qui sont des morceaux de bravoure ou de sculpture de style baroque. Et puis donc de l'autre côté du jubé, on est là donc dans le chœur, les boiseries donc se poursuivent, et on a le grand retable de l'autel majeur, vraiment très beau lui aussi, hein, avec ses colonnes torsadées ici, avec un meilleur éclairage. Alors après, il faut quand même citer rapidement l'église Saint-Jacques, qui date de 1240, qui est un édifice donc médiéval du début du XIIIe siècle. C'était la paroisse que fréquentaient d'ailleurs lors de leur séjour à Bruges les ducs de Bourgogne. Une église qui sera d'ailleurs agrandie à leur demande au XVe siècle et puis par la suite au XVIe. Là aussi, jubé de marbre, buffet d'orgue sur le jubé. Vous devinez à droite aussi là, de la photo une chaire de vérité tout en bois de l'époque baroque, là aussi. Voilà, on la voit mieux sur cette photo-ci. Regardez l'escalier d'accès à la chaire, hein, scandé de deux statues, grandeur nature. Ça, c'est très courant dans le travail de ces artistes. Donc, il y a eu vraiment de très, très grands sculpteurs là-bas, mais complètement méconnus chez nous en France. Mais ce sont vraiment des chefs-d'œuvre, ces boiseries. Voilà, le jubé dans son ensemble avec les orgues, le jubé en gros plan. Donc, lui, il est du XVIe siècle. De l'autre côté, donc dans le chœur, le retable, toujours avec les colonnes torsadées. L'église Sainte-Walburge, alors elle, c'est l'église du collège des Jésuites. D'ailleurs, bon, la façade ne ressemble à aucune autre dans la ville de Bruges. C'est une façade qui s'inspire davantage des grandes façades baroques des basiliques de Rome au XVIIe siècle. Et de plus, la façade n'est pas en brique, mais en pierre ici, vous voyez. Voilà, c'est un monument magnifique aussi. L'intérieur, alors, est totalement du XVIIe siècle. Les plans sont de Pierre Huysens. L'église a été construite entre 1619 et 1643. Vous voyez, elle est toute blanche, mais les piliers, les colonnes, leurs chapiteaux doriques, les jeux des mouvements de corniche que l'on a également au sommet, tout ça nous rappelle beaucoup le style de l'église des Béguines de Bruxelles, de la même époque, qui est un des plus grands monuments aussi, des plus remarquables du baroque flamand au XVIIe siècle. Là encore, vous apercevez
une chaire de vérité tout en bois sculpté de l'époque baroque. Et le buffet d'orgue également au fond, cette fois-ci, dans la basse nef, sur une tribune. Alors, quelques mots sur le musée Groning, qui est un des grands musées de la ville. Voilà un musée donc à découvrir avec une muséographie moderne qui a été refaite ces dernières années pour mieux mettre en valeur les œuvres qui nous présentent, parmi les plus belles œuvres de la Renaissance là-bas, à Bruges, et aussi de l'ensemble des Flandres. Vous voyez la lumière zénithale qui éclaire tout cela. On a des peintures toute une pléiade d'artistes flamands du XVe siècle. Ici, la Madone, vous voyez, avec ce chanoine qui est agenouillé devant. Regardez alors justement l'illustration, voilà l'art de propagande pour les précieuses étoffes. À gauche, ce Saint-Évêque qui a une chape extraordinaire. Un morceau de brocart qui est quelque chose de fabuleux, vraiment, vraiment fabuleux. Bleu et or. Le manteau rouge de la Vierge aussi, vous voyez, où on rajoute des plis et des replis encore qui sont complètement inutiles en réalité, mais qui donnent un côté monumental à la Madone, presque sur une composition pyramidale d'ailleurs. Et tout ça, donc, c'est pour montrer que nous, habitants de Bruges, nous avons cette spécialité de ce type d'étoffe et nous en faisons étalage. Remarquez aussi que le voile de la Vierge, ce sont ses propres cheveux et que le chanoine tient dans ses mains des binocles. Bon, je vous montre tout à fait au hasard des œuvres d'artistes divers et variés. Ici, un triptyque de la Madone également et deux scènes de part et d'autre. Vous avez également des œuvres de Jérôme Bosch qui sont conservées dans ce très beau musée, dont le Jugement dernier que vous avez ici. Des œuvres aussi parfois d'artistes anonymes, où on a sur les volets latéraux, vous voyez, à gauche des hommes, à droite des femmes, tout ça, c'est une même famille, ce sont les donateurs qui sont fait représenter, donc avec Saint-Christophe qui est là au centre de la composition. Également, bien sûr, la légende le portrait ici par Van Eyck de Marguerite Van Eyck, son épouse, un tableau mondialement célèbre, avec la coiffure à la mode à ce moment-là dans cette région, avec ces espèces de cornes. Portrait sans doute très réaliste, comme savaient le faire d'ailleurs les Flamands de ce temps. Voilà ici le martyre d'un saint. Bon, vous voyez la qualité des œuvres ou encore ce magnifique tableau de style maniériste sur le thème de la légende de Saint-Georges. Vous voyez ce décor foisonnant tout autour, un peu jaune d'or, tout ça c'est le style maniériste. Et puis le deuxième grand musée de la ville, c'est le musée Memling, du nom du peintre Hans Memling qui a été actif là-bas, lequel musée est installé dans un ancien bâtiment historique, c'est-à-dire l'ancien hôpital Saint-Jean. Alors voilà l'extérieur, avec une arrivée d'ailleurs au premier plan par le canal, vous voyez, l'arrivée, vous voyez en bateau, l'entrée qui pouvait se faire ici. Sachez que cet ancien hôpital Saint-Jean a été actif en tant qu'hôpital jusqu'à une époque récente, jusqu'en 1977. Le bâtiment remonte à 1150, en partie tout au moins. Voilà l'entrée côté ville. Et ce tableau figure justement l'intérieur de la grande salle des malades, un peu divisé en plusieurs nefs comme dans une église ou même comme dans une halle. Et vous avez donc les boiseries, des lits clos. Et alors là, on voit au premier plan les religieuses qui s'activent parce que c'est le moment donc où elles distribuent la soupe aux malades. Vous avez ceux qui viennent chercher le linge sale. Vous avez le personnel, les visiteurs, vous avez le prêtre qui vient bénir les malades et même donner l'extrême onction à certains. Voilà, bon, c'est un témoignage vraiment très précis, très riche que vous avez là sous les yeux de la fonction de ce bâtiment. Et voilà la salle telle qu'on peut la voir aujourd'hui, transformée en musée, un très beau musée qui possède non seulement des œuvres peintes et sculptées, mais également des objets qui proviennent de l'ancien hôpital, des objets historiques. La charpente également au dernier étage du même bâtiment qui est un grandiose ensemble là aussi réalisé par des charpentiers de marine.
Alors là, chapeau quand on sait que tout ça est d'origine et en chêne. Là, on est dans la chapelle de l'ancien hôpital, qui est l'équivalent d'un hôtel-Dieu. C'est la même chose, bien sûr, hein, avec une chasse décorée au premier plan dans sa vitrine, un triptyque dans le chœur, du mobilier, là aussi, du XVIIe siècle en bois, hein, latéralement. Vous voyez le triptyque qu'on a ici, justement, de Hans Memling dans le chœur. Alors, sur lequel on voit notamment à gauche l'épisode de Salomé et de la tête de Jean-Baptiste. En fait, c'est la décollation de Jean-Baptiste. Au centre, la Vierge à l'enfant, là aussi avec d'autres saints. Vous voyez encore les drapés qui sont présentés, y compris les tapis. Et à droite, Saint Jean à Patmos, hein, qui reçoit l'inspiration pour écrire le livre de l'Apocalypse. Voilà, différents objets d'art merveilleux conservés dans ce musée. Et voilà, j'en ai terminé. Il nous reste quelques minutes, messieurs, dames. Je vous remercie d'abord pour votre écoute. Et si vous avez des questions à me poser, je vous écoute avec plaisir. Est-ce qu'on m'entend? Allô, allô? Oui, on vous entend, Jean-Michel. Parfait. Donc, est-ce qu'il y a des questions? Ouais. Alors, on va activer le micro à tout le monde. Voilà. Voilà, vous pouvez poser vos questions à Jean-Michel.